Jean-Philippe Frère, tout d'abord, que représente l'agriculture dans les Alpes-Maritimes, notamment en termes de chiffre d'affaires et d'emploi? Chiffre d'affaires, je peux pas vous le dire, parce que c'est propre à chacun, on n'a pas les chiffres, et puis ça serait compliqué de les sortir, et en emploi, c'est à peu près 3000 emplois directs. 3000 emplois directs? Ouais. Combien d'exploitations sur le département? 1000 exploitations agricoles, avec des différentes capacités et de surface, mais la majorité, c'est tout à taille humaine. Quels sont les secteurs qui prédominent dans le département? Il n'y en a pas. C'est très bien réparti. On a une agriculture très riche, diversifiée, de la plante à parfum, l'oléiculture, l'agrumiculture, la viticulture, l'élevage, le maraîchage. Et ça se divise en trois. L'élevage, l'arbo, et quand je dis l'arbo, je mets les plantes à parfum avec, et après le maraîchage. Voilà. Et en trois, c'est à peu près à part égale. Est-ce qu'il y a des spécificités sur le territoire de la Casa? Des spécificités, elle est représentée par toutes les filières. Donc c'est ce qui fait l'avantage, puisqu'on a la Casa démarre du bord de mer, de la zone littorale jusqu'à la montagne. Donc il y a de l'olivier, qui est quand même une filière dominante. L'élevage, une filière dominante, et élevage bovin, caprin et ovin, sur sa totalité. De la plante à parfum, du maraîchage, il y a toute la diversité. Et quand je dis plante à parfum d'un côté, mais aussi vous avez Tourette-sur-Loup avec la violette, qui est connue et reconnue mondialement. Donc on a une grande diversité. Ça fait une grande richesse, mais c'est à la hauteur du terrain, quoi. Quelles sont les actions que mène la communauté d'agglomération, notamment pour la préservation du foncier? Écoutez, l'agglomération en elle-même fait ça avec des partenaires, que ce soit la SAFER, ou que ce soit la Chambre d'agriculture, ou le syndicalisme agricole. Les actions, on essaye d'identifier. La CASA a une convention avec les SAFER, d'identifier lorsqu'il y a du foncier qui se vend. C'est arrivé à la CASA des fois d'en acheter. Sinon, on essaie de trouver des candidats pour l'agriculture. Par contre, le gros travail de fond qu'on est en train de faire avec la CASA aussi, on a un partenariat Chambre d'agriculture avec la CASA, une convention où on met la moitié des billes chacun au niveau des finances. C'est sur la transmission. Aujourd'hui, les enjeux dans notre département, c'est la transmission. Vous avez des entreprises agricoles qui fonctionnent très bien, qui n'ont pas de soucis pour vendre, qui cessent leur activité par un manque de candidats. La problématique, c'est qu'on n'a plus de candidats. Justement, la rareté du foncier constitue un nouveau frein à la relève des agriculteurs? Non, c'est pas la rareté du foncier. C'est l'envie de travailler, monsieur. Voilà. La passion d'être agriculteur et l'envie de travailler. L'agriculture demande beaucoup de travail, mais de l'autre côté, vous avez une récompense qui est énorme. On part d'un animal qui est né, on l'amène à terme, on part d'une graine pour le maraîchage, on nourrit la population, on arrive au final avec une salade, avec une tomate, en oléiculture, on part d'une fleur qui devient un fruit qu'on transforme après, qu'on commercialise. Je pense que ça a quand même beaucoup d'intérêt. En tous les cas, pour moi, on est tous des passionnés. Par contre, le manque de candidats, c'est d'abord, il faut redorer le blason de l'agriculture, parce que l'agriculture, elle a été décriée, et je peux comprendre qu'en France, on puisse décrier des grosses exploitations de 300, 400 hectares, c'est pas du tout la nôtre. Nous, c'est des petites exploitations, très diversifiées, et aujourd'hui, voilà, on est en manque de production et en manque de candidats, mais c'est pas que chez nous, hein. C'est difficile de trouver beaucoup de monde partout, voilà, donc nous, on fait appel au national, voire même à l'international, et des fois, on trouve pas. Ces dernières années, l'agriculture dans le département a-t-elle souffert de la sécheresse puis des intempéries? De la sécheresse, bien sûr. Il y a des secteurs de la Casa, je prends l'exemple de Cossol, de Tourette, où il y a eu plus d'eau, il a fallu alimenter avec les camions. Donc il est grand temps de se poser et de trouver des solutions, parce que nous on a des eaux d'écoulement. Vous avez vu cette année ce qu'on vient de prendre. D'ailleurs c'est ce qu'avait prévu le GIEC, hein. C'est tout à fait, parce que les gens disent le GIEC s'est trompé. Non, mais le GIEC a toujours prévu des excès d'eau, excès de sécheresse. Donc on est tout à fait dans ce qui était annoncé. Maintenant, il faut être en capacité de mettre en place des réserves d'eau pour faire le tampon quand il en manque. Et avec la CASA, l'année dernière, on a fait ce gros travail sur Tourette pour l'alimentation des éleveurs qu'il y a sur le domaine des courmettes. On l'a fait sur Cossol, et là, on essaye de travailler à des solutions pérennes en mettant des bâches de stockage pour garder l'eau quand il y en a. Pour favoriser les circuits courts et les débouchés de l'agriculture, la loi Egalim a prévu notamment des mesures spécifiques sur l'approvisionnement des cantines scolaires. Est-ce que ça a eu un effet déjà bénéfique sur le territoire? Non, alors monsieur, les cantines scolaires, c'est un grand sujet. Pourquoi je dis ça? Parce que les cantines scolaires, monsieur, les parents, les premiers, ils veulent donner manger à leurs enfants, mais en payant le moins possible. Mais chez nous, c'est pas possible de manger bio et naturel pour le prix de l'Espagne ou de la Tunisie. Voilà, la production chez nous, elle a un coût, parce que, comme vous l'avez dit, le foncier est cher, parce que la main-d'œuvre est chère, donc c'est un coût. Aujourd'hui, nous, on peut jouer le jeu, mais à un certain prix. Bien sûr qu'on fait un prix pour les collectivités, et je comprends que les parents en veuillent, mais il y a un prix à payer. Voilà, si on paye pas le prix, on fera venir des choses de l'étranger ou d'ailleurs. Donc chaque collectivité essaie de jouer cette carte, mais il faut que l'agriculteur soit rémunéré à sa juste valeur du coût de production. Les producteurs ne peuvent pas perdre de l'argent sous prétexte de nourrir les cantines. Ce n'est
n'est pas acceptable, ce n'est pas possible. Donc ça se fait sur certains légumes. Voilà, il y a des plans de culture à faire, il y a un gros travail de fond à faire. La promotion et la valorisation d'une agriculture de proximité passe aussi par des initiatives comme celle de la Maison du Terroir. Est-ce que c'est un exemple à multiplier? C'est plus qu'un exemple, puisque, pour remettre dans le bon sens, c'est la commune du Rouret qui nous a accueillis. On avait demandé à 19 communes, il y a 21 ans et demi aujourd'hui, et nous avait de suite répondu, même avant de faire la lettre venez, on n'avait eu que 3 réponses à l'époque. Donc 2 communes avaient été quand même polies de nous répondre, on peut pas vous accueillir. Le reste, on n'avait même pas eu de réponse. Et on était les premiers de France, pour être très clair. Et aujourd'hui, on peut que se féliciter. C'est le seul projet qu'il y a dans le département. Et on est très heureux que la CASA, après de grandes sollicitations de la part des agriculteurs qui étaient dans un petit local derrière l'église, on avait besoin de s'agrandir parce qu'il y avait une forte demande. Et là, la CASA a construit ce bâtiment avec le soutien, bien sûr, du maire du Rouret, qui nous a été fidèle depuis le début. Et aujourd'hui, c'est 7000 clients qui sont servis tous les mois, essentiellement, bien sûr, du secteur de la CASA et des communes proches. Et c'est un exemple. Aujourd'hui, la coopérative, au début, faisait vivre 8 familles. Aujourd'hui, elle en fait vivre 40. Voilà, pour vous donner l'ampleur. En France, aujourd'hui, le monde agricole est en crise, notamment en raison de l'insuffisance du revenu des agriculteurs. Est-ce que les agriculteurs maralpins prennent en compte ce type de difficultés? Non, pas du tout, monsieur. Nous, le mécontentement, c'est pas au niveau économique. Au niveau économique, on fait tous du circuit court, on s'en sort très bien. Le ras-le-bol, il est simplement sur toute la partie administrative, la non prise en compte par certains élus de notre département de la place de l'agriculture à donner. Il y en a, ils en sont toujours sur le tourisme. Heureusement que la CASA, on a des relations étroites et ça fonctionne bien. C'est une collectivité comme les autres collectivités, la majorité le font. Et après, des fois, on a un peu plus de mal avec les communes. Mais aujourd'hui, l'agriculture, le message à passer, c'est qu'elle a toute sa place. Par contre, il y a des concurrences puisque tout le monde veut construire dans les plus belles plaines. À un moment donné, il va falloir quand même les préserver. Alors, je comprends que ça peut mettre à mal certains projets d'urbanisation de certains, mais aujourd'hui, l'agriculture, elle est aussi stratégique que le logement. Parce que de mettre les gens dans les logements, c'est très bien. Mais après, ils vont manger quoi? Et c'est comme pour l'eau. Aujourd'hui, il faut trouver cet équilibre pour tout le monde. Ce que défend mon syndicat de la FDSEA et ce qu'on applique à la Chambre d'agriculture, c'est une agriculture nourricière, pas de projet de vie. Il faut produire. Vous souffrez d'une inflation de normes et de réglementations? Les réglementations, c'est-à-dire que la partie administrative, elle devient très lourde. Les règles, heureusement qu'il y en a, on n'a pas de souci. Mais c'est la partie administrative et la non prise en compte du savoir-faire du département. Nous, on est toujours exclus de toutes les aides, on est exclus de tout. Parce qu'on est atypique, aucun autre département est comme nous, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur la production, que ce soit sur tout, donc il faut toujours se battre. Parce qu'on est toujours mis de côté, malheureusement. Et sur le département, vous souffrez de la concurrence étrangère déloyale? Non, on n'a pas de souci. Les gens savent faire la différence. Les producteurs se mettent en avant. Comme je dis, il y a du circuit court. Beaucoup vendent chez eux. Non, on n'a pas de souci. Oui, il y a des soucis. C'est des gens qui sont en production sur le haut de la CASA parce que la manne de consommation, elle est sur la partie basse. Donc c'est pour ça qu'il faut favoriser ces points de vente collectifs. Ça permet à ceux qui sont dans l'arrière-pays, dans les petites communes où il y a peu de consommateurs, d'avoir cette possibilité de commercialiser leurs produits. Pour terminer, comme vous êtes un oléiculteur, j'aimerais faire un petit focus sur la production d'huile d'olive. C'est un secteur florissant dans le département. D'abord, la première des choses, vous dire que je suis très heureux que la CASA ait racheté le moulin d'eau bio, parce que c'est le plus gros moulin du département. Et la filière oléicole, elle ne peut continuer à fonctionner que s'il y a des moulins. S'il n'y a pas de moulin, ça ne fonctionne pas. Donc on vient de vivre 3 années très compliquées, avec une production pratiquement réduite à néant. Et cette année, il y a une production normale. Mais la filière oléicole est en crise. Donc les modifications climatiques, ça a été mon cas aujourd'hui. Je suis en train d'irriguer tous mes vergers, chose qui n'était pas du tout le cas. Donc ça va avoir un coût d'installation et un coût après au niveau de l'eau. Donc on a vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, un gros travail à faire sur l'eau. Il faut sortir de ce réseau d'eau potable. Aujourd'hui, on est tous connectés au réseau d'eau potable et revenir à de l'eau brute. Et pour ça, il faut qu'on ait des aides. Il n'y a pas de raison que les autres départements en aient et nous non. Qu'est-ce que vous apporte l'AOP, l'huile d'olive de Nice, qui concerne tout le département finalement? L'AOP, c'est une garantie pour le consommateur. C'est une garantie d'authenticité du produit pour le consommateur et puis pour les touristes qu'on a aussi, d'avoir la garantie que c'est bien
du département par rapport à la variété et le savoir-faire qu'il y a derrière. Donc bien sûr que l'appellation, on est fiers de l'avoir, on s'est battu, on l'a eu en 2001 et heureusement qu'on l'a. Et quelles sont les spécificités de l'huile de Nice? Les spécificités, c'est une huile qui est douce, on est sur des arômes d'amandes vertes et quand elle est mûre de noisettes, d'artichaut vert. Et par contre, le produit phare chez nous, c'est les olives de bouche et la pâte d'olive. Hein. L'huile, tout le monde, c'est facile à faire de l'huile. Par contre, en appellation, on a donc les trois produits. Il y a une appellation pour l'huile, une autre appellation pour la pâte d'olive et les olives. Et nous, professionnels, c'est ces deux produits qui nous font vivre. Hein. On ferait que de l'huile, on serait déjà plus là depuis longtemps. Hein. C'est la pâte d'olive, c'est que de l'olive. En appellation, c'est que l'olive nature qui sert pour tous les produits culinaires, pour la cuisine, on peut la mettre dans tous les plats et pour les toasts, bien sûr. Et c'est le produit phare, on est les seuls en France à avoir une appellation sur la pâte d'olive. Et les olives de bouche, comme vous le savez, on est imité par plein de monde. Vous trouvez dans les marchés façon niçoise, ça n'a rien à voir avec nos olives, mais l'olive de Nice, la variété caillutier, est réputée pour sa salaison, sa bonne tenue. Justement, à la salaison, nous c'est de l'eau et du sel. Elle reste ferme en bouche avec des tanins de pain cuit, de cuir, avec une spécificité aromatique forte et connue et reconnue, puisque tout le monde en consomme. La récolte 2024 est toujours en cours, elle s'annonce fructueuse? La récolte 2024 s'annonce normale, simplement normale. Donc on espère qu'il n'y ait pas de catastrophe de grêle ou de tempête de vent. Elle s'annonce normale, après 3 années difficiles, elle est la bienvenue.